Vous m'entendez? Très bien. Oui, on vous entend. Accompagné de Madame Oriane Sébil, conseillère environnement, et de Madame Montaigne Blonzard, responsable des relations avec le Parlement. Et enfin, pour France Urbaine, Monsieur Étienne Chauffour, en charge des mobilités, de l'éducation petite enfance jeunesse, des solidarités et de l'outre-mer, et de Monsieur Pierre-Marie Ganosi, adjoint au maire de Marseille, en charge du plan école, du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire, accompagné de Madame Sarah Boussader, responsable des relations avec le Parlement. Je précise à l'attention de Monsieur Ganosi que la mission d'information pourrait, mais c'est souhaité, se déplacer à Marseille au mois de mai. Ce point est encore à confirmer, ce qui pourrait permettre de compléter son propos de ce matin par des visites de terrain. On voit toujours mieux avec les pieds. Voilà. L'Association des petites villes de France n'a pas été en mesure de participer à cette table ronde et on verra par la suite des réponses écrites au questionnaire. Je rappelle également que cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo sera accessible sur le site du Sénat. Un questionnaire vous a été adressé en amont de cette réunion. Nous n'aurons peut-être pas, et c'est vraisemblable, le temps d'épuiser ce matin tous les sujets qu'il comporte, mais vous pourrez nous adresser par la suite des éléments écrits qui enrichiront notre réflexion. Je vous serai reconnaissant, lors de vos exposés, de vous limiter à un temps de parole de 10 minutes environ afin de permettre un temps d'échange après vos interventions. Avant de vous donner la parole, notre rapporteur Nadège Havet va vous poser une première série de questions. Madame la rapporteure, vous avez la parole. C'est bon, ça marche, ouais. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions et de nous aider dans cette mission qui est donc le bâti scolaire face à la transition énergétique. Et on sait que le défi est grand pour bon nombre de bâtiments, qu'ils soient scolaires ou communaux. J'ai donc quelques interrogations, je vais vous en livrer quelques-unes déjà dans un premier temps. Savoir si vous disposiez de statistiques relatives au bâti scolaire de vos communes ou intercommunalité, avec les surfaces, la superficie moyenne par élève, le mode de chauffage utilisé. Quels sont, selon vous, au regard des enjeux écologiques, énergétiques et climatiques, les principaux besoins des écoles en matière de bâti scolaire, les opérations de réhabilitation les plus urgentes? Et est-ce que vous disposez d'informations précises sur le coût de ces opérations, au mètre carré ou en total, soit sur la construction et la rénovation? Qui est-ce qui démarre? Qui veut... Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci pour ces questions. Alors, pour ce qui concerne les statistiques, Intercommunalité de France ne recense pas de statistiques. Les seules statistiques dont nous disposons sont celles qui ont été mises en évidence dans le rapport de l'ingénieur Demar sur le nombre d'écoles et le nombre de mètres carrés. Donc, à notre connaissance, il y a aujourd'hui 52 455 établissements en France et donc 44 902 écoles. Et 62% de ces écoles sont dans des communes de moins de 10 000 habitants. Ces écoles représentent environ 30% des dépenses énergétiques de nos intercommunalités. Les modes de chauffage sont extrêmement variés, donc il est difficile, et nous ne disposons pas de statistiques. Les besoins de réhabilitation sont très importants. Sur le coût au mètre carré, il a explosé en termes de rénovation depuis 2 ans, compte tenu de la situation que nous connaissons, avec l'augmentation très importante du coût des matériaux. On était environ à 300 € du mètre carré il y a 3 ans. Pour une rénovation énergétique, je pense qu'on est aujourd'hui au-delà de ce coût au mètre carré. Voilà. Mais il y a ce que vous avez mis en évidence à travers votre question, c'est la nécessité de recenser pour avoir une idée plus précise et surtout, c'est ce que nous avons commencé à faire, interco par interco, de prioriser, puisqu'aujourd'hui la difficulté
et la priorisation. En effet, nous avons le décret tertiaire de la loi Elan respecté. Beaucoup d'écoles dans des petites communes sont en dessous de ce seuil de la loi Elan, et par conséquent, quand on priorise, eh bien, on priorise avec les établissements, enfin, les équipements, notamment les équipements ludiques, les équipements liés, par exemple, enfin, les patinoires, les piscines, ou également les équipements chargés en charge de l'assainissement et qui sont très consommateurs d'énergie. Et donc, quand nous voulons prioriser, on se rend compte que le bâti scolaire n'est pas forcément, on va dire, le plus urgent. C'est une vraie course de fond. Il est possible d'enchaîner à deux voix. Pour ce qui concerne France urbaine, un petit peu comme Intercommunalité de France, on n'a pas ces données statistiques. En revanche, vous avez fait référence dans l'introduction de l'inquiétude du milieu rural. C'est également une inquiétude dans le milieu urbain. Évidemment, le volume d'écoles dans les grandes villes est beaucoup plus important. Pour autant, les enjeux sont doubles. À la fois parce que nous avons des enjeux de rénovation énergétique, etc. Et par ailleurs, parce que nous sommes confrontés à des enjeux démographiques qui peuvent soit amener à reconstruire, à agrandir, etc., soit au contraire à réaménager. L'exemple de Paris est un exemple probant, donner une seconde vie à des bâtiments qui ont été des bâtiments scolaires. Par ailleurs, sur le plan financier, c'est un petit peu notre inquiétude, c'est que nous avons été associés à des investissements lourds pour l'amélioration de la réussite éducative. Donc le dédoublement des classes est quelque chose que nous avons fortement financé. Nous sommes sollicités en ce moment par le ministre de l'Éducation sur l'égalité sociale, qui demandera des efforts. Je pense que les départements et les régions ont dû l'évoquer. Et nous sommes par ailleurs volontaristes sur globalement les efforts climatiques. Mais tout ça, je dirais, si on les empile, va avoir pour conséquence que, à un moment, les collectivités, tout au moins les collectivités locales, ce qui n'est pas le cas des départements ou des régions, qui n'ont pas été confrontés au dédoublement de classes, mais pour nous, c'est extrêmement difficile. Peut-être Pierre-Marie, je pense que tu as un éclairage plus précis. Merci Étienne. Je peux prendre 10 minutes ou je réponds essentiellement à vos questions ? Le temps que je veux, faut pas me lancer là-dessus parce que là, on y jusqu'à... Très bien, merci, merci beaucoup. Donc, tout le monde sait que l'état des écoles à Marseille est déplorable. Ça a même fait la une d'un célèbre journal il y a quelques années. Et pour nous, donc nouvelle municipalité à Marseille, nous en avons fait notre priorité au cours de la campagne, priorité dans notre action au quotidien. Et ce qui a été très médiatisé, c'est le plan école qui a été signé main dans la main avec l'État et la ville de Marseille, avec le président de la République et le maire Benoît Payan, qui tous les deux se sont rendus compte que l'état des écoles était catastrophique et que pour une simple communauté, ça serait compliqué de parvenir à remettre à flot la totalité des écoles. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu ce plan école à plus d'1 milliard d'euros qui a été signé. Il y a une société spécifique qui a été créée à l'intention d'à peu près le tiers des écoles de Marseille. Et le corollaire de ça, c'était l'idée, j'en avais déjà parlé au cours de réunions avec France Urbaine, c'est que ce que nous allions obtenir comme expertise dans le cadre de notre travail sur le plan école, nous allions pouvoir le mutualiser avec d'autres communes qui le souhaiteraient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos équipes à Marseille ont travaillé main dans la main avec la cellule du bâti scolaire qui a rédigé les différentes fiches sur le bâti scolaire qui ont été publiées il y a quelques mois. Et en fait, ce travail a été fait vraiment en corrélation avec les équipes de Marseille qui sont à pied d'œuvre depuis plus de 2 ans. Pour répondre aux questions que vous avez posées, sur les statistiques, en termes de salles de classe, on est à peu près en moyenne à 60 mètres carrés par classe, ce qui fait par élève à 3 mètres carrés par élève. Il y a 77 000 élèves et il y a 3 500 salles de classe à Marseille. Si on rajoute la totalité du bâti, c'est-à-dire si vous rajoutez donc, les salles de classe, comme je viens de le dire, plus les dortoirs, les salles des maîtres, les espaces communs, etc., on se retrouve avec une statistique à environ 5,2 mètres carrés de bâti par élève
Et si on rajoute les cours d'école, et si on ne parle que des cours d'école, on est à 8 mètres carrés par élève pour les cours d'école. Sachant qu'à Marseille, on a la particularité d'avoir des écoles de toute taille. Il peut y avoir des groupes scolaires à plus de 600 élèves, ce qui est quasiment, enfin, ce qui est un collège en réalité. Et il y en a même qui sont toutes petites. On a par exemple, alors il n'y en a qu'une seule, mais il y a une école avec une classe. Voilà. Et parfois, on a des... donc, je vous disais, la moyenne, hein, elle est de 8 mètres carrés par élève, mais ça ne veut pas dire qu'on est de manière uniforme à ces 8 mètres carrés. On a des... notamment dans les zones un peu périphériques de Marseille, dans des cours d'école très généreuses, très vastes. À l'inverse, dans l'hypercentre, on est beaucoup plus à l'étroit, avec un nombre d'élèves qui ne se dément pas. D'ailleurs, c'est une particularité de Marseille par rapport à Paris, par exemple, où on a une pression démographique qui reste importante, alors qu'à Paris, il y a une baisse de la démographie. À Marseille, on est à 77 000, chiffre qui ne diminue pas depuis plusieurs années, et dans les prévisions que nous avons avec les agences d'urbanisme, chiffre qui ne diminuera pas non plus dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc ces statistiques-là que je vous ai données sont des statistiques à l'instant T. En termes de production d'énergie, qu'est-ce qui chauffe les petites Marseillaises et les petits Marseillais? Il y a une école sur 470 qui est encore au fioul. Elle a connu Gaston Deffer, elle devrait disparaître très rapidement. Sinon, l'essentiel de ces écoles sont au gaz, pour les 3/4 d'entre elles, et 1/4 à l'électricité. Sur les chauffages au gaz, nous avons voté il y a déjà 1 an et demi un grand plan de remplacement des chaudières. Donc les plus anciennes vont être remplacées par des chaudières, mais pour l'instant ce que nous avons trouvé, c'est des chaudières à gaz à condensation. Alors c'est toujours du gaz, mais on consomme 3 fois moins. Donc on reste sur de l'hydrocarbure, mais on a une production qui est beaucoup plus efficiente que ce qu'il peut y avoir par le passé. Là, nous sommes en train de réfléchir à quel type de nouvelle production de chauffage on pourrait avoir. Il y a beaucoup d'idées qui naissent. On a des startups qui proposent des choses. Notamment, il y avait une entreprise qui proposait le recyclage de palettes de supermarchés, vous savez. Le problème, c'est que, alors, sur le papier, ça me semblait extrêmement intéressant. En réalité, c'est qu'on s'est rendu compte que brûler ces palettes dégageait des particules. Et ces particules, on avait un problème pour les recycler. Donc, on a annulé ça. Ceci étant, nous sommes en train de chercher et nous favorisons, autant que faire se peut, les nouvelles productions d'énergie. Par exemple, en source de chaleur, il y a la thalassothermie qui est développée. À Marseille, bon, il y a la mer, c'est pas un scoop. Et donc, il y a 2 grosses entreprises françaises qui développent la thalassothermie. Donc, il s'agit en fait d'utiliser l'énergie de l'eau de mer pour alors, soit chauffer en hiver, soit rafraîchir en été. Il ne s'agit pas de climatisation, il s'agit d'un fresh cooling, pour reprendre un terme adéquat, mais bon voilà, enfin, en gros c'est du rafraîchissement. L'avantage, c'est que c'est une énergie, j'ai envie de dire, presque éternelle. L'inconvénient, il est double, c'est que 1, ça coûte très cher, et puis 2, c'est qu'il faut être à proximité de la mer, parce que pour l'instant, ce réseau de chaleur n'est disponible qu'à proximité de la mer. Alors peut-être que dans 10-15 ans, on pourra aller plus loin sur la ville, mais à l'instant T, c'est là où nous en sommes. En termes de besoins, les besoins sont considérables sur toutes les écoles. Il y a une nécessité pour Marseille, mais comme pour toutes les communes, de respecter le décret tertiaire. Or, pour respecter ce décret tertiaire, c'est absolument gigantesque les investissements qu'il faut faire. Nous, ce que nous avons fléché sur les... Donc je parle que des écoles, je ne parle pas des collèges, je ne parle pas des lycées. Ce que nous avons fléché sur les écoles de Marseille, donc quand même 470, hein, donc ça c'est quand même beaucoup, hein, si on compare par rapport aux autres, c'est quasiment l'équivalent de la totalité du... Enfin, Marseille, c'est plus de la moitié du département des Bouches-du-Rhône pour la scolarisation à l'école primaire. Si on parle des besoins, on est à 1,2 milliard d'investissements à l'instant T, donc budget 2021. Donc si vous rajoutez les coûts de crédit, etc., vous montez quasiment à 2 milliards. Donc on est à 1,2 milliard nécessaire. C'est pas que pour des économies d'énergie. Mais ce que nous avons inclus dans nos cahiers des charges, c'est à minima une économie d'énergie entre 30 et 40%. Donc évidemment le décret tertiaire, plus une mieux-value par rapport à ce décret tertiaire. Donc c'est des sommes... Oui.
Mais ça ne va pas du coup jusqu'à la neutralité carbone en fait. Alors certaines si, absolument si. D'accord. Pour certaines si, parce que maintenant nous avons imposé dans notre cahier des charges non seulement une amélioration thermique par l'amélioration des isolants, mais également nous avons systématisé maintenant la pose de panneaux solaires, ce qui veut dire qu'en fait le bâtiment va dépenser à peu près autant d'énergie que ce qu'il arrive à en créer. Donc si on arrivera à une énergie positive, alors le terme exact n'est pas tout à fait énergie positive, mais en tout cas on sera à une neutralité carbone. Si, absolument. C'est ça l'objectif pour les prochains marchés que nous allons lancer. Donc les besoins ils sont considérables avec des stratégies qui peuvent être polymorphes. Il y a notamment dans le questionnaire, alors moi comme je suis un bon élève, alors c'est des formations professionnelles puisque je suis aussi professeur d'histoire-géographie, donc moi j'ai répondu à toutes les questions, peut-être qu'on y reviendra après dans la table ronde, mais quelle est notre stratégie? Notre stratégie elle est polymorphe. À Marseille, on a une particularité qui est nous sommes dans un climat méditerranéen et il y a le défi du changement climatique qu'il faut que nous relevions. Comment le faire? D'abord, c'est pas facile. Si on veut réellement y parvenir, c'est des investissements qui sont considérables parce que beaucoup des écoles que nous avons ont été construites dans les années 60, 70, qui répondaient à un besoin d'abord d'urgence de répondre au baby-boom, mais qui a été construit à la va-vite avec les écoles GEP que nous avons un petit peu partout en France, mais qui ont la particularité d'être des passoires thermiques. Donc on chauffe les petits oiseaux l'hiver, et puis l'été, dès le mois d'avril, il fait extrêmement chaud. Donc on a des défis comme ça, mais les écoles légères, c'est la même chose, et les écoles encore plus anciennes, Ferry et Front Populaire, on est malheureusement un peu dans les mêmes problèmes. Donc comment faire? Plusieurs solutions. Isolation par l'extérieur, ça coûte plus cher, mais c'est plus efficace et surtout, on ne perd pas de place à l'intérieur. Notamment pour l'hypercentre où on a des vieilles écoles de type Ferry, ça peut être intéressant. Ce que nous sommes en train de tester, puisque nous avons voté il y a 6 mois un plan canicule, ce que nous sommes en train de tester, c'est à l'intérieur des salles de classe des systèmes de brasseurs d'air. Alors, ce n'est pas des ventilateurs, c'est des systèmes de brasseurs d'air qui vont permettre en fait de baisser la température. Ce n'est pas de la climatisation, parce que ça, notre objectif à Marseille n'est pas de faire exploser la planète. Donc, on veut vraiment aller vers des solutions de rafraîchissement d'air sans pour autant dégager trop d'énergie. Donc, des brasseurs d'air qui vont permettre d'améliorer ceci. Dans les cours d'école, nous allons également déployer des systèmes de préau avec des bâches, éventuellement avec des brumisateurs, même si ça peut poser des petits problèmes en termes de santé et d'hygiène, parce que parfois il y a des bulles d'air, ça c'est très technique, mais il y a des bulles d'air qui peuvent rester coincées et qui peuvent éventuellement provoquer plus de mal que de bien. Donc on est en train de déployer ça, et nous allons le faire pendant les vacances de Pâques prochaines pour s'adapter à la canicule que nous avons connue l'année dernière dès le début du mois de juin, alors que d'habitude, les grosses chaleurs arrivaient plutôt un mois plus tard. Et il y a également quelque chose sur lequel il me semble très important, c'était écrit d'ailleurs dans votre questionnaire, il y a 2 choses qui me semblent importantes. La première, c'est travailler avec les architectes. Aujourd'hui, il y a trop d'architectes, alors je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est pas grave, qui se font plaisir en faisant de magnifiques baies vitrées plein sud. Nous avons le cas à Marseille, et une école en plus récente. Alors, c'est pas nous qui l'avons validé, je le dis très tranquillement, mais ça a été fait. Donc, grande baie vitrée de 6 mètres sur 3, magnifique. Mais dès le mois d'avril, il fait 35 degrés dans la salle. Et ça, c'est du vrai, parce que je l'ai moi-même testé, donc voilà. Il faut expliquer aux architectes et écrire, du coup, dans le cahier des charges, parce qu'en réalité, la force publique, c'est à elle d'avoir des exigences fortes là-dessus, que les bâtiments plein sud, pourquoi pas, mais il faut adapter l'architecture au nouveau climat. Et donc les grandes baies vitrées ou les grandes verrières, c'est plus possible. Deuxième chose, et c'était écrit dans votre questionnaire, c'était juste de le dire, les usages. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Par exemple, aérer le soir ou le matin, l'idéal c'est le soir, mais ou le matin très tôt pour arriver à ventiler et avoir un rafraîchissement, c'est important. Et de la même façon, expliquer comment fonctionnent les brassages d'air, etc. Et petite précision, nous avons fait l'expérience malheureuse de construction d'écoles récentes qui sont en fait des aquariums. Donc certaines écoles ont été construites comme si c'était des bâtiments de bureaux, sauf que dans les écoles, on accueille des enfants, on accueille des enseignants, on fait un acte pédagogique. Faire des écoles aquariums, ce n'est pas envisageable. Ce que veulent les usagers,
c'est pouvoir ouvrir les fenêtres, c'est pouvoir entendre les oiseaux, c'est pouvoir éventuellement entendre les bruits de la cour ou de la rue. Faire des aquariums, ce n'est pas envisageable. Et je vous donne un exemple très simple, une école aquarium, plein Covid, la VMC est tombée en panne, panique à bord. Manifestation de parents d'élèves, qu'est-ce qu'on fait? Mon Dieu, on va tous mourir. Donc les écoles aquarium, il faut éviter autant que faire se peut. C'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur le mécanique autant que possible. La VMC, oui, mais pas que. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci, il ne faut pas épuiser le questionnaire tout de suite. Non. Vous parliez d'architecte, vous savez que l'expérience m'a appris que le meilleur des architectes, c'est celui avec lequel on n'a encore jamais travaillé. Absolument. C'est la raison pour Parce laquelle, que d'ailleurs... parfois, on est très déçus. Madame... on les reçoit la semaine prochaine. Attendez, juste une question pour Madame Renaud de Mongon. Est-ce que vous savez dire quelle est la part des communes qui ont délégué ou transféré la compétence bâtiment scolaire à l'intercommunalité, à leur EPCI? Alors, pour répondre précisément à cette question, en fait, Ardennes Métropole a été lauréate d'un appel à manifestation d'intérêt de la FNCCR, qui est l'appel à manifestation d'intérêt Merisier, qui concerne spécifiquement le bâti scolaire. Donc, nous avons proposé à l'ensemble des communes membres, 58 communes dans notre intercommunalité, d'adhérer à ce programme. À ce stade, il y en a 7. Il y a 7 communes en fait qui ont adhéré au programme. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, commencer par mettre en place des audits énergétiques, puis, dans un second temps, accompagner les communes dans les travaux de rénovation énergétique qu'elles mettent en place. La grosse difficulté que nous avons, c'est que nous avons, grâce à ce programme, mis en place des jurys de recrutement pour recruter un économe de flux. Nous avons fait 2 jurys de recrutement à Ardennes Métropole. Nous n'avons toujours pas d'économe de flux. Donc nous avons sous-traité en fait ces audits énergétiques à une entreprise, à une société, pour pouvoir répondre aux attentes des communes. Donc on est au début du programme. On sent qu'il y a un vrai besoin chez les communes, et notre objectif, c'est de faire des communes modèles et de pouvoir en fait témoigner de ce qui a été fait et que ça marche. Mais il y a un gros travail de formation pour qu'on arrive à trouver des énergéticiens, et c'est pareil sur les conseillers en énergie partagée qu'on peut avoir dans le département. On ne trouve pas de compétences. Et pourquoi ? Parce que ces jeunes gens, ces ingénieurs, ces énergéticiens, souvent, c'est la loi de l'offre et de la demande, ils vont dans le privé. Et on a beaucoup de difficultés à mettre en place ne serait-ce que cette première étape d'audit énergétique. Merci. Nous allons à présent à Périgueux. Est-ce que vous m'entendez, Madame le maire? Oui, bonjour Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je vais donc intervenir au nom de l'Association des maires de France et vous apporter, je l'espère, des réponses courtes et concises aux questions que vous nous avez posées. Mais en préalable, je voulais revenir sur un élément qui me paraît essentiel et distinguer dans le cadre des typologies d'écoles, 3 types d'écoles, les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les écoles primaires qui, par leur spécificité, induisent des mètres carrés différents. Pour autant, pour répondre à votre question, nous avons, je vais donc vous donner le nombre de mètres carrés en moyenne pour les écoles primaires, sachant qu'une école primaire, c'est une école qui normalement comprend des maternelles et des élémentaires. Et qu'il faut donc pondérer ce chiffre qui est de 4680 mètres carrés, puisque dans une école maternelle, vous avez beaucoup plus de mètres carrés que dans une école élémentaire, qui sont dédiés à des fonctions spécifiques, comme la salle de motricité, comme les dortoirs. Et dans la salle de classe elle-même, j'entendais que notre collègue de Marseille indiquait que la superficie moyenne des classes était de 60 mètres carrés pour les écoles de Marseille. Eh bien, c'est ce que nous avons, nous aussi, à Périgueux, pour les écoles élémentaires. Nous avons des superficies supérieures pour les écoles maternelles qui, sur le plan pédagogique, travaillent en atelier et donc en petits groupes dans les classes. Sur la question du nombre moyen de mètres carrés par élève, eh bien, je dirais c'est un peu la même problématique. Lorsque vous êtes en élémentaire, vous avez plutôt une organisation de classe d'élèves au bureau et donc avec des superficies moindres qui vont de 1,50 m à 2 mètres carrés par élève. En revanche, dans les maternelles, on est plus autour des 3 mètres carrés puisque vous avez cette dimension d'atelier
qui nécessitent des espaces dédiés dans la classe, le coin lecture, le coin jeu, le coin travail en groupe, le coin regroupement, qui demandent des mètres carrés supplémentaires. Concernant les modes de chauffage, comme nos collègues de les intercommunalités, eh bien, il est difficile d'avoir une vision globale. Pour autant, nous avons des chiffres qui nous sont fournis. Donc, pour du chauffage au gaz, qui est plutôt utilisé en milieu urbain, d'environ 38%. Pour l'électricité, alors pardon, excusez-moi, on a distingué le chauffage urbain. Donc, pour le chauffage urbain, 10%, pour le gaz, 38%, pour l'électricité, 32%, pour le fuel, 9%, pour le bois, environ 7%, et les autres types d'énergie, 4%, notamment de type géothermie. Ce sont des chiffres qui proviennent d'une étude qui a été menée en 2018 par le Commissariat général au développement durable en France. Alors, comment qualifions-nous l'état des écoles au regard des enjeux de la transition écologique? Eh bien, comme le disait l'ensemble des intervenants précédents, c'est très hétérogène. Et c'est là où l'AMF voudrait rappeler la position que nous portons depuis 2020. Il s'agirait d'avoir des financements de l'État dédiés pour le bâti scolaire. Alors, dans le cadre des différentes évolutions, notamment de la DSIL et de la DETR, nous avons vu pour les territoires les plus fragilisés sur le plan économique des lignes apparaître, mais il nous apparaît qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une ligne spécifique, notamment au titre du fonds vert, sur le bâti scolaire pour toutes les écoles de tous les territoires, qu'on soit en milieu urbain dense, en milieu rural ou en milieu urbain de type ville moyenne. Il faudrait aussi avoir une clarification des aides et une véritable visibilité à destination des élus, parce qu'aujourd'hui, un élu, lorsqu'il veut monter ses dossiers de financement pour financer ses opérations de rénovation du bâti scolaire, eh bien, il est en difficulté. Donc, il faudrait qu'on ait un panel des aides mobilisables avec des cahiers des charges qui soient précis, des dossiers de subvention qui soient simplifiés pour que toutes les écoles puissent y répondre. Parce que nous portons qu'il y a notamment les maires de France, quel que soit le type de commune, sont très très attachés à leurs écoles. C'est d'ailleurs tout l'enjeu que nous avons, dans lequel nous sommes aujourd'hui, sur les moyens humains qui sont consacrés à l'école dans le cadre des cartes scolaires. Donc tous les maires sont très attachés à l'école. Ils investissent beaucoup dans ces bâtiments. C'est la raison pour laquelle il nous faut à la fois des outils clairs pour financer le bâti scolaire, mais aussi une projection au moins à 3 ans autour de chartes qui lient l'éducation nationale et les élus pour avoir une projection sur les moyens humains. Parce qu'il faut que l'on sorte de ces logiques où les élus investissent dans du bâtiment et voient leur classe fermée à court ou moyen terme. Enfin, pour terminer, nous voulions attirer votre attention sur les mètres carrés qui doivent être mis à disposition dans les écoles pour les autres fonctions, pour les fonctions de restauration et pour les fonctions du périscolaire qui complètent la palette des mesures éducatives au bénéfice de tous les enfants et que nous avons sollicité auprès de la CNAF, dans le cadre de la nouvelle coche 2023-2027, des moyens financiers dédiés au financement du bâti périscolaire. Merci beaucoup. Et à présent, nous allons dans la Loire, où Madame Isabelle Dugelé, maire de la Grêle, doit nous attendre. Oui, bonjour à tous. Merci de nous consulter sur ce sujet très très important. Comme vient de le dire ma collègue, effectivement, tous les maires sont très très attachés à leur école et peut-être encore plus les maires ruraux que les autres, puisqu'ils savent aussi que la vie de leur petite commune dépend beaucoup de l'activité autour de l'école. Donc effectivement, la situation est très très hétérogène aussi d'une commune à l'autre. Alors moi, je n'aurais pas de chiffres précis à vous donner sur les moyennes de classe ou le nombre de mètres carrés ou les types de chauffage qui sont très divers et variés. Et je pense que les chiffres de l'AMF sont tout à fait adaptables au monde rural, si ce n'est peut-être le chauffage urbain, bien sûr, et le gaz de ville n'étant pas déployé partout. Mais après, voilà, moi, je voulais surtout intervenir sur les difficultés que pouvaient avoir les petites communes par rapport aux audits énergétiques et la difficulté pour avoir des gens qualifiés qui puissent réaliser ces études.
le nombre d'études préalables qui sont à mettre en place avant de définir un projet, cette difficulté de maîtrise d'œuvre et de financement. Alors, dès le début d'un projet, il faut commencer à financer ces études, ce qui parfois est difficile pour des communes avec de tout petits budgets. Et globalement, après, c'est la question des financements qui peut définir ce qui se réalisera ou pas. Effectivement, je souhaiterais que le fonds vert ait des lignes dédiées pour les écoles, globalement, que ce ne soit pas qu'un mirage, parce qu'on nous a beaucoup vendu ce fonds vert, mais effectivement, on sait qu'il y a des montants limités par département, et les sommes seront très vite atteintes, à mon sens, par rapport à tous les besoins qui émergent, et les souhaits des élus aussi de s'engager dans la transition écologique. Voilà, des difficultés particulières aussi pour le monde rural par rapport au regroupement pédagogique, ou des villes-centres qui accueillent des élèves de communes voisines et qui seuls doivent supporter des charges très conséquentes. La visibilité aussi qu'il y a, comme le disait ma collègue, par rapport aux fermetures de classes qui peuvent intervenir de façon des fois inattendue et pas toujours très compréhensible par les élus sur des petites écoles où on ferme beaucoup plus facilement les classes qu'on ne les ouvre. Donc tout est lié en fait. Voilà, et puis des inquiétudes, depuis 2020, la pénurie, le coût des matériaux, l'inflation, le manque de main-d'œuvre dans les entreprises, toutes ces difficultés, comme dans tous les projets que peuvent avoir les communes. L'attachement effectivement des maires à leur école. Et l'école reste une des compétences les plus importantes que les élus ne sont pas prêts à transférer aux communautés de communes. Voilà, ils sont prêts à travailler ensemble, à mutualiser. En tout cas, c'est vraiment le sujet sur lequel ils veulent garder la main. Voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame la rapporteure. Alors, une remarque pour Monsieur Ganosi, dans le cadre de vos rénovations d'écoles. Est-ce que vous avez un retour d'expérience des lycées qui sont faits à l'étranger, et notamment via les Français de l'étranger? On les a rencontrés la semaine dernière, et ils ont cette analyse que vous avez sur comment on ventile mieux la circulation pour éviter de mettre de la climatisation. Et je pense qu'il y a un retour d'expérience assez intéressant pour vous à aller chercher. Ils font un lycée qui est aussi ouvert un peu sur la ville du côté de Séville, où il pourrait y avoir, les gens pourraient quasiment se promener dans certains endroits en fait dédiés au lycée. Il pourrait y avoir mutualisation d'un certain nombre d'équipements, et notamment sur après tout ce qui est, ils sont souvent dans des pays où parfois il fait très très chaud, donc ils ont un temps d'avance sur l'adaptation. Voilà, c'était la petite remarque. On pourra effectivement vous mettre en relation. Ils vont être très contents parce que je les mets en relation avec plein de monde. Ils vont avoir plein de demandes. J'avais une autre question. On a évoqué tout à l'heure les difficultés que ça pouvait être pour les petites communes et les plus grandes de s'y retrouver à la fois en ingénierie, en termes d'aide et autres sur ce type de bâtiment. Selon vous, est-ce que la logique d'un guichet unique qui permettrait en fait de coordonner l'accompagnement des collectivités pourrait y répondre ou pas? Qui est-ce qui démarre? Oui, moi je pense que c'est une bonne idée, parce qu'en fait un des problèmes que nous avons, c'est que aujourd'hui pour les entreprises, il y a peu d'entreprises en réalité compétentes pour réaliser des travaux énergétiques efficients. Donc la première des choses, ce serait que la force publique puisse mettre de l'ordre un peu dans tous les labels. Parce qu'aujourd'hui il existe différents labels, mais en réalité lesquels sont performants ou pas. Deuxièmement, les contrôles. Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Aujourd'hui, une entreprise veut avoir le label ceci, cela, il va l'obtenir très facilement, mais est-ce que vraiment ils arrivent à faire les bons travaux?
en réalité, personne ne contrôle derrière. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'argent public qui est utilisé pour favoriser les entreprises qui se disent mieux-disantes dans la protection de l'environnement, mais en réalité, il n'y a pas de contrôle derrière. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez du simple vitrage, vous voulez passer à du double vitrage, c'est très bien. Mais si elle est mal posée et que vous avez des ponts thermiques tout autour, si les joints sont mal mis, vous avez investi 20 000 € dans votre fenêtre, elle ne sert à rien de votre fenêtre par rapport à l'objectif initial. Donc ça, c'est des choses que, effectivement, si on avait une entrée, si l'État faisait des contrôles, mettait un peu de l'ordre dans tous ces labels et disait, voilà, plutôt que d'avoir 70% des entreprises qui peuvent se prétendre être vertueuses, s'il n'y en avait que ne serait-ce qu'un tiers, mais qu'elles seraient vraiment en capacité de faire des bons travaux, là, ça irait mieux. Aujourd'hui, c'est un véritable maquis, et je pense que sur ça, il y aurait un vrai besoin. Et de la même façon, le guichet unique, s'il pouvait simplifier, ce qu'a proposé Madame la maire tout à l'heure, hein, s'il y avait un guichet unique qui pouvait simplifier un peu toutes les demandes de subventions pour tel et tel type de travaux, ce serait évidemment plus simple pour tout le monde. Et en plus, je parle de Marseille où il y a 14 000 employés municipaux. Alors pour des petites communes, c'est encore plus compliqué, bien évidemment. Vous connaissez aideterritoire.gouv.fr? Oui, je connais. Ouais, c'est un peu ça, mais en version un peu data, quoi. Qui veut contribuer à répondre aux questions de Madame la rapporteure? Vous souhaitez... Monsieur le Président, pour l'AMF, je peux bien vous apporter une réponse. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, l'Association des maires de France émet un avis réservé sur votre proposition. Nous considérons qu'il serait préférable, dans un premier temps, de sensibiliser les collectivités ou leurs intercommunalités à embaucher des personnes dédiées à la gestion des fluides, tels que les économes de flux, tels que notre collègue l'a évoqué tout à l'heure sur son intercommunalité. Que ce sont des postes clés qui peuvent grandement orienter les collectivités dans leur cadre de la transition énergétique de leurs bâtiments et qui accompagnent aussi le diagnostic du patrimoine public de manière plus générale, donc des fonctions qui pourraient ensuite être redéployées sur d'autres bâtiments publics. Il nous semble que cette réflexion, comme le disait notre collègue de Marseille, doit être gérée au plus près du terrain pour vraiment tenir compte de la spécificité de nos écoles. Et tout à l'heure, il évoquait les différentes typologies d'écoles, les écoles Jufféry, les écoles aquarium que nous ne connaissons pas, nous, en milieu rural, mais que je suis prête à découvrir, bien évidemment, et d'autres types d'écoles qui soient plus en prise avec le réel et qui puissent comme ça être aussi en adéquation avec les budgets que les collectivités sont en capacité de consacrer à cette ambition que nous partageons. Agir sur les économies d'énergie, ce n'est pas forcément refaire une école en totalité, mais c'est agir, comme il le disait lui-même tout à l'heure, sur le remplacement des huisseries, sur l'installation de double flux, sur le travail de l'isolation. Et il nous semble que ce travail fin ne peut être fait qu'en proximité. Voilà qui est clair. Je vous en prie. Écoutez, je voudrais remercier M. Ganozzi et Mme le maire, effectivement, pour leurs interventions. Alors, c'est vrai que pour répondre aux impératifs de rénovation, les intercommunalités sont plutôt bien placées. Mais si elles veulent structurer à la fois une ingénierie à l'échelle locale, elles sont confrontées donc à l'ampleur de la tâche, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas que le bâti scolaire, il y a le bâti en général. Donc, mettre à disposition des communes cette ingénierie à la fois technique et financière, puisque les petites communes n'ont souvent pas les moyens, nous le voyons bien, nous, avec toutes les communes rurales qui n'ont pas l'ingénierie, ni technique ni financière à disposition, et qui attendent de nous qu'on vienne en appui, eh bien oui, sur le principe, mais à la condition de pouvoir avoir les ressources humaines pour pouvoir le faire. C'est aujourd'hui là que ça bloque. Sur le guichet unique, il nous semble que nous, intercommunalités, nous pouvons travailler avec nos sous-préfets, nos préfets, qui aujourd'hui, par exemple, gèrent le fonds vert. Le dialogue, il est facile. Il y a la DDT qui pourrait intervenir en appui pour clarifier les aides qui sont aujourd'hui disponibles.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Ganozzi sur l'approche que nous avons, nous, sur le terrain. C'est pas uniquement une approche technique sur la rénovation énergétique, c'est une approche globale, je pense, que nous devons avoir pour nos écoles, nos bâtiments scolaires. Une approche globale, c'est une approche transition écologique au sens large pour intégrer tous les enjeux, air, climat, énergie, santé. Sur l'air, c'est la qualité de l'air intérieur dont l'importance a été mise en évidence durant la pandémie. Sur le climat, c'est la désimperméabilisation des cours d'école, des espaces extérieurs qui doivent permettre l'infiltration de l'eau et donc l'abaissement des températures en été. Et de manière générale, la gestion de l'eau avec la récupération, par exemple, de l'eau de pluie pour générer des économies d'eau ou des économiseurs d'eau type mousseur. Sur l'énergie, c'est la production d'énergie, puisque on peut aller vers un bâti scolaire en autoconsommation, c'est possible, avec notamment des panneaux photovoltaïques en toiture. Alors, à la condition qu'on soit un peu aidé par les bâtiments de France, parce que très vite, on se rend compte, nous, avec les communes qui ont voulu en faire l'expérience, que dès qu'on est dans un périmètre, et c'est bien souvent le cas des écoles dans un périmètre d'églises ou de bâtiments remarquables, eh bien, on a des refus, ce que je trouve dommage. Et enfin, on a les notions de santé et sécurité de nos jeunes. Quand on sait que de nombreux bâtiments ont été construits dans les années 60-70, on a encore des bâtiments où il subsiste des structures métalliques, pas uniquement des structures type pailleron, mais on a encore des bâtiments qui sont, on va dire, de vraies passoires thermiques. Et puis on a aussi la problématique de l'amiante. Donc je pense que c'est la transition écologique au sens large qu'il faut qu'on aborde, et parce qu'on se rend compte que quand on commence à faire des travaux de rénovation énergétique, on se pose toutes ces autres questions. Et donc il faut qu'on ait les ressources, les moyens financiers et aussi humains qui nous permettent de répondre à toutes ces problématiques. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé du guide de la cellule bâti scolaire. Est-ce que vous en avez tous connaissance et quel est votre regard sur ce guide ? Moi, je trouve qu'ils sont très utiles. Ça permet de mutualiser toutes les connaissances qui ont pu être réalisées dans différentes communes, donc notamment à Marseille, puisque je le répète, le cahier des charges qui a été rédigé à Marseille pour la rénovation de 10 écoles GEP, donc 10 écoles à structure métallique. Donc on a réalisé ce cahier des charges, donc les équipes ont réalisé ce cahier des charges, et en fait ce cahier des charges a été partagé avec la cellule du bâti scolaire, et je trouve que arriver à mutualiser les bonnes pratiques, je trouve ça bien. Il n'y a pas d'aspect obligatoire, il n'y a pas de coercition vis-à-vis de personne. En revanche, il y a l'idée de ce que je disais, de mutualiser les bonnes idées et d'aller vers des bâtiments scolaires qui sont à la fois moins énergivores et qui correspondent mieux aux défis de l'éducation du XXIe siècle, parce que effectivement, comme vous venez de le dire, Madame Regnault de Mongon, il y a l'aspect thermique d'adaptation au dérèglement climatique, mais il y a aussi tout ce qui va à côté, la sûreté, la sécurité des bâtiments, ce que moi j'ai appelé les 3 S, santé, sécurité et sûreté. Et ça, c'est un défi. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait 1,2 milliard, je l'ai bien dit, ce n'est pas que pour l'aspect thermique, c'est la totalité qui englobe la remise à niveau en fait de toutes les écoles de la ville de Marseille. Et ce qui fait que si on extrapole, alors Marseille c'est un cas particulier parce qu'on était très très en retard de plusieurs dizaines d'années, mais si on extrapole à l'échelle de la France, ça fait des milliards et des milliards d'euros pour pouvoir y parvenir. Je crois que dans le rapport de Marc, il doit parler de 40 milliards. 4 milliards par an sur 10 ans. Ouais. Ça fait effectivement beaucoup. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport au bâti à la... Oui. Oui, je veux bien, puisque au titre de l'AMF, nous avons été associés, mais finalement peu associés, et donc nous ne sommes pas très satisfaits de la démarche qui a été proposée. Donc l'AMF, en lien avec Territoire Uni, a réagi fermement auprès du ministre de l'Éducation nationale pour déplorer la méthode employée par la cellule bâti scolaire, qui a plutôt reposé sur de l'information descendante que sur de la concertation, alors que le patrimoine bâti scolaire est de compétence des collectivités territoriales. Donc nous avons dénoncé cette méthode de travail sur la forme. Sur le fond,
plusieurs remarques ont été formulées, notamment par Territoires Unis, auprès du ministre de l'Éducation nationale, qui ne cautionne pas le contenu du guide et pour lequel il ressort qu'un certain nombre de fiches sont strictement les mêmes dans leur contenu pour les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges ainsi que les lycées. Et j'évoquais en introduction de cette séance de travail qu'il fallait avoir une approche différenciée entre les écoles maternelles, les écoles élémentaires, mais bien évidemment avec les collèges et les lycées. Donc il y a notamment une fiche qui concerne le numérique, qui est strictement la même pour quel que soit le type d'établissement, ce qui n'est pas évidemment entendable. Territoires Unis rappelait, à ce que notre collègue de l'intercommunalité rappelait, que ce que nous avons besoin sur les territoires, c'est davantage d'ingénierie et de moyens humains pour accompagner les communes dans la mise en place de ces rénovations et de ces financements. Et nous rappelons, comme je l'ai fait précédemment, que ce guide, s'il doit être complété, doit absolument contenir une fiche sur la liste des financements disponibles. Complément, je voudrais intervenir sur 2 sujets. Il a été beaucoup fait référence au fonds vert. En même temps, il faut en rappeler les limites. Il y a une limite d'enveloppe financière. C'est-à-dire aujourd'hui, le fonds vert par rapport aux enjeux climatiques, c'est, je dirais, un 20e, en étant très optimiste. Et par ailleurs, le fonds vert aujourd'hui ne permet de recycler, entre guillemets, que des travaux qui sont déjà actés. C'est-à-dire qu'on ne peut solliciter le fonds vert que pour des travaux 2023. Ce qui, par rapport aux enjeux scolaires, n'a pas de sens. On est obligatoirement dans la pluriannualité et y compris, pour ce qui concerne les grandes villes, dans le pluri-établissement. On ne va pas travailler que sur une classe ou une école. Deuxième élément, sur la mutualisation, et je voudrais insister sur ce point-là qu'on développe beaucoup à France Urbaine. Oui, l'école, globalement, est souvent voisine d'une maison des associations. Ce qui fait qu'on a des enjeux en termes d'énergie, en termes de sécurité, etc., qui sont doublés. Aujourd'hui, la mutualisation doit concerner l'école, mais doit également concerner ses pôles de centralité. Lorsque vous avez une capacité de fabriquer de la nourriture dans des conditions les meilleures, l'école a les meilleures des conditions au plan de l'hygiène. Lorsque vous avez la capacité de stationnement, lorsque vous avez des espaces polyvalents, il faut également réfléchir. Il ne faut pas qu'on soit uniquement dans l'idée que l'école est un bien qui n'appartient qu'à lui-même. Il faut vraiment qu'on ait une réflexion qui aille au-delà. On a évoqué les cours oasis, on a évoqué globalement la place de l'école dans le quartier ou dans la cité. Il faut qu'on ait vraiment une réflexion qui aille au-delà du seul bâtiment dédié à l'éducation. Moi, j'ai une question concernant, on voit bien que le financement, on voit bien que les collectivités sont face à un mur d'investissement, que leur situation n'est pas toujours, même si la Cour des comptes considère qu'elle est plutôt bonne, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est très varié et que le monde des collectivités n'est pas un monde homogène et qu'il y a des difficultés pour certaines d'entre elles. Première question, est-ce que vous pensez que les objectifs qui ont été fixés ne sont pas trop élevés compte tenu du calendrier qui est lui-même imposé? Deuxième question, est-ce que vous considérez que, vous savez, certains évoquent la bonne dette et la mauvaise dette. Je ne veux pas vous faire le coup du bon chasseur, mais certains considèrent que la dette justifiée par l'atteinte des objectifs en matière de transition énergétique est une bonne dette et qu'il faudrait la séparer, y compris dans les budgets locaux, régionaux, départementaux, pour que ça ne dégrade pas les ratios, parce que en termes de communication, c'est jamais bon, auprès des banques, pas plus. Et donc, si on allait vers une séparation des choses, ça serait mieux accepté par les collectivités, parce que de toute façon, vous le rappeliez à l'instant, le fonds vert, c'est 2 milliards, et dans ces 2 milliards, il y a beaucoup de recyclage. Le fonds friche est dans les 2 milliards. Enfin, c'est pas de l'argent frais à hauteur de 2 milliards. Mais c'est compliqué parce que la France a un problème
de financement global. Hein. Quand on a 3 000 milliards d'euros de dette, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Je ne sais pas ce que vous pensez, par exemple, de l'initiative récente et qui a été votée une large majorité au Parlement sur le tiers financement. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais voyez-vous, est-ce que vous trouvez que cette question-là de dissocier de la dette celle qui relève des investissements verts, et est-ce que vous considérez que les dates sont trop serrées? Parce que, comme vous le disiez les uns et les autres, il n'y a pas que cela dans la commune. Le bâti scolaire, c'est certes important, mais il y a d'autres dépenses liées à la culture, liées au sport, enfin, toutes les compétences que porte le bloc local. Et une question en direction de Madame la maire qui représente la MRF. Je parlais tout à l'heure de mur d'investissement. Est-ce que vous ne craignez pas que, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, hein, que ces charges qui sont à l'horizon n'obligent certaines communes, plutôt qu'à les financer seules, à se regrouper, enfin à créer des regroupements pédagogiques qui pourraient être annonciateurs de regroupements plus intégrés par la suite? Je sais que vous êtes attaché et je vous comprends, et je fais partie de ceux-là, attachés à l'identité et à l'existence des petites communes, mais est-ce que vous ne voyez pas là un danger pour la suite? Alors, merci beaucoup de votre question. Probablement que certaines communes envisageront des regroupements ou qu'on les forcera aussi à se regrouper, parce qu'il y a parfois des réalités de terrain et des choses qui nous obligent. C'est vrai que quand on a un gros projet de rénovation d'une école, restructuration, rénovation énergétique, enfin voilà, tout ça, ça peut impacter aussi beaucoup d'autres projets en cours, et que ça peut devenir, compte tenu des faibles moyens financiers qu'on peut avoir, parce que on a des communes quand même qui ont des tout petits budgets, on est très très dépendant des dotations de l'État, et enfin, les principales recettes, ce sont les dotations et les impôts qui nous reviennent maintenant, principalement le foncier, puisqu'on n'a plus de taxe d'habitation. Et les capacités d'autofinancement sont en train de diminuer terriblement, comme les villes sans doute, mais alors c'est pas dans les mêmes proportions, hein, évidemment, puisque nous, ça se compte en dizaines de milliers d'euros, souvent petites dizaines de milliers d'euros, et que cette réalité financière, elle est en train de nous rattraper tous, de nous inquiéter, parce qu'on voit bien, là, on est dans la période de préparation de nos budgets, de vote de nos budgets, et comme ailleurs, l'augmentation de l'énergie, la masse salariale, les obligations qu'on peut avoir, toutes ces différentes normes et tout ce qu'on nous impose, tout ce qui arrive de tous les côtés. Je crois qu'il y a un moment, oui, effectivement, on ne saura plus comment faire. Après, ce qui nous a sauvés un petit peu jusqu'à présent dans les petites communes, c'est le bon sens qu'on pouvait continuer à appliquer, c'est-à-dire quand on a voulu nous imposer tous les capteurs de CO2 dans les écoles au moment du Covid, et qu'on a été assez nombreux à résister, le bon sens, c'est quand même d'ouvrir les fenêtres très régulièrement, sans forcément aller s'équiper d'appareils qui sont coûteux, qu'il faut surveiller après, etc. Il y a des moments, restons quand même à des choses très très simples. Comme le disait le collègue, ben, évidemment les aquariums, quand on ne peut pas ouvrir les fenêtres, ben, c'est grave, je trouve, à l'heure actuelle, qu'on soit en milieu rural ou urbain. Gardons les pieds sur terre. Voilà. Les regroupements pédagogiques peuvent, dans certains cas, être souhaités par les écoles, et pourquoi pas nous faire projeter dans des pôles éducatifs, comme on a pu le croire il y a quelques années, comme on voulait un peu nous orienter il y a quelques années. Majoritairement, les communes rurales, c'est non. Je veux dire, on a des problèmes de mobilité, de distance à parcourir, le carburant, etc. Enfin, même pour un regroupement pédagogique à l'heure actuelle, quand on réfléchit bien, ça n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est d'éviter des tout petits effectifs dans des classes uniques. Voilà. Mais
voilà, l'attachement des élus à leur petite école, aussi petite soit-elle, les oblige et leur permet, enfin, leur fait faire beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Je vous en prie, Monsieur Chaud. À l'enjeu bonne dette et mauvaise dette. Peut-être 3 réponses. La première, c'est que dans cette période où les collectivités doivent subir l'augmentation des coûts de l'énergie, le problème va être de voter des comptes administratifs qui dégageront suffisamment pour rembourser l'annuité de la dette. Autrement, vous le savez, nous ne sommes pas comme l'État. Nous sommes obligatoirement mis sous tutelle. Donc même si la dette est une bonne dette, si nous ne pouvons pas la rembourser en fin d'exercice, nous sommes dans l'illégalité. Deuxième élément, moi j'ai été maire d'une commune moyenne en Île-de-France pendant assez longtemps qui s'appelle Juvisy. Et à l'époque, j'ai connu la mode des PPP, des programmations publiques-privées. C'était extraordinaire et on nous a vendu ça pour les écoles, les hôpitaux, etc. En fait, on s'est rendu compte que sur des durées d'amortissement inférieures à 50 ans, ça coûtait beaucoup plus d'argent que ce qu'on arrivait à économiser. Aujourd'hui, on nous parle de bonne ou de moyenne dette. Vous avez raison sur le fond. Si vous avez une durée d'amortissement d'un bien qui est de l'ordre de 30 ans, faire supporter par les contribuables des 3 décennies l'acquisition ou la rénovation de ce bien est intelligent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ni le Code général, ni les conditions que les banques mettent pour prêter aux communes. Nous avons quand même connu une période où il y avait de nombreuses communes qui n'avaient plus de prêteurs. Donc, ne nous permettent de spéculer sur cet enjeu. Alors, effectivement, si on a une évolution des règles de finances publiques, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait raisonner sur une dette qui dépend de la capacité d'amortissement, avec quand même cette précaution de l'augmentation des taux d'intérêt. Je vous en prie, Monsieur Boisy. Oui, petite remarque sur le calendrier et les coûts. Le chiffre de 40 milliards sur 10 ans, c'est date 2020, c'est-à-dire pré-Covid, pré-guerre en Ukraine et pré-crise bancaire. C'est indicatif. Donc oui, sauf que l'indicatif aujourd'hui, il a complètement explosé. Si je prends l'exemple de Marseille par rapport à ce que nous avions envisagé comme coût sur des écoles en rénovation complète, on se rend compte qu'aujourd'hui qu'on est allègrement entre 15 et 25% de surcoût par rapport à ce qui avait été fléché il y a encore un an et demi. Donc le calendrier, c'est très bien de vouloir aller vite, sauf que le corollaire de la vitesse, c'est la saturation des marchés pour les entreprises de BTP, et du coup, ça veut dire un surcoût global, parce qu'en fait, comme toutes les entreprises ont des carnets de commandes qui sont pleins, les prix s'envolent. C'est exactement ce que nous avons comme problème à Marseille, où aujourd'hui, en fait, on a du mal à trouver des entreprises qui nous répondent au prix que nous demandons, et donc on est obligé de réélever. Mais sauf qu'on ne peut pas payer, nous à Marseille, parce qu'on a dit, on a mis le focus sur les écoles, on ne va pas payer des écoles au prix d'un collège, c'est pas possible. Donc, aller vite, c'est bien, mais il y a quand même un danger qui est l'inflation induite par ça, le risque que la main-d'œuvre ou les secteurs du BTP ne puissent pas y répondre. On a du mal à Marseille, alors j'imagine que dans des communes rurales, le problème va être encore plus important. Et tout ça risque de en fait, saturer le marché, à moins évidemment de considérer qu'on fasse venir des entreprises du fin fond de l'Europe ou de la Chine ou le retour du plombier polonais, je ne sais pas. Mais sinon, ça va être extrêmement important. Et troisième chose, ça veut dire aussi, et on a commencé à le faire avec le rectorat, il y a un vrai travail à réaliser sur les cartes de formation, parce que si à Marseille et partout en France, on met le focus sur, on va dire, grosso modo, le décret tertiaire, et respecter ce décret tertiaire, ça veut dire des milliers et des milliers d'emplois, certains disent même 1 million d'emplois pour les emplois verts, mais aujourd'hui, on ne les a pas, ces emplois verts. Donc, c'est-à-dire que les cartes de formation dans tous les métiers du BTP, au sens large du terme, de l'économe de flux, qui est une perle extrêmement rare dans les Ardennes comme à Marseille, à l'ingénieur thermique, l'ingénieur acousticien ou le maçon, ce sont des métiers d'avenir. Et ça, je pense que on doit l'accentuer, et dans toutes les formations, qu'elles soient Greta, lycée pro ou autres, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc vous sentez nettement à Marseille que la commune devient vache à lait parce que les entreprises profitent de la circonstance
pour organiser les choses et monter leur prix. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est ma traduction. Vous avez un bon traducteur. Est-ce que... Monsieur le Président, oui, pardon, Je vous en au prie. titre de l'AMF, sur les constats portés par les trois interventions précédentes, évidemment, nous les partageons, y compris l'inflation de 20 à 25% sur les marchés que nous devons affecter pour la rénovation des écoles. C'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet. Je crois qu'il faudra avoir un dialogue franc, notamment avec la Fédération française du bâtiment. Et pour ma part, comme le président national est à Périgueux, je vais m'entretenir avec lui dès demain, je déjeune avec lui, sur ces questions de capacité à répondre au marché, et puis sur cette inflation qui n'est pas toujours justifiée, comme l'indiquait notre collègue de Marseille. Sur la question que vous nous posez du respect du calendrier, concernant la mise en œuvre de l'article 2224-34 du CGT, sur la loi énergie et climat, le rapport de Marc de 2020 mentionnait que les décrets devaient être complétés d'une circulaire qui n'est toujours pas à notre disposition et qui permettrait d'éclairer à la fois en termes de calendrier et de méthodologie la mise en œuvre de cette ambition que nous portons, mais donc pour lesquelles mes collègues précédents ont indiqué les difficultés à le porter, tant sur le plan technique par la capacité à avoir des entreprises qui répondent au marché, que par la capacité financière à le financer. Sur cette question de la dette, eh bien, en effet, comme le disait notre collègue, sur le plan réglementaire, cela aujourd'hui n'est pas possible d'isoler cette dette, cette bonne dette, comme vous l'indiquiez, dans nos comptes administratifs et qui présente une difficulté. Sur la question du tiers financement de rénovation du bâti scolaire, dont le cas législatif est en cours d'adoption et pour lesquels une expérimentation est proposée. Le premier réflexe est évidemment celui qu'évoquait notre collègue de prudence. Nous avons connu ces fameux PPP qui n'ont pas toujours été, et notamment nous en proximité à Bordeaux, nous avons connu sur un équipement public le stade, un contexte qui nous faut être très prudent sur l'outil. Pour autant, un certain nombre de communes sont prêtes à expérimenter ce dispositif ouvert aux collectivités dans le cadre expérimental, mais nous rappelons qu'il est toujours nécessaire de réaliser une étude préalable à la soutenabilité budgétaire afin d'avoir accès au tiers financement et rappeler aussi qu'en effet, on a un grand nombre de nos communes qui aujourd'hui ne peuvent de nouveau plus accéder à des prêts bancaires tant les taux sont élevés et continuent de progresser. Merci. Alors, comme vous rencontrez demain le président de la Fédération française du bâtiment, nous les avons reçus la semaine dernière, à la fois la Fédération française du bâtiment et la CAPEB. Et en fait, nous avons beaucoup insisté sur le besoin de main-d'œuvre, qui est un secteur que je connais bien puisque j'étais responsable d'équipe dans un pôle emploi auparavant. Donc, je vois bien les difficultés. Et on nous a répondu qu'il n'y avait aucun souci, à plusieurs reprises. Donc, peut-être que vous aurez des pistes demain matin. Lors du déjeuner, on serait preneur des pistes pour, effectivement, ils nous disent à quel point il n'y aura aucun souci pour qu'on puisse former, parce qu'il y a à la fois l'offre de formation de l'éducation nationale qui doit aussi être mise en œuvre, mais il y a également tout ce qui peut se passer au niveau expérimentation dans les régions aussi. Et en région Bretagne, on est assez novateur pour faire des actions territoriales expérimentales. Et là, on répond au plus proche du terrain sur de la formation très, très, très ciblée, et on arrive à faire en sorte de mettre des personnes en fait sur des métiers qui peuvent être d'avenir. Mais du coup, voilà, si vous avez des pistes intéressantes demain, nous sommes tous preneurs. C'était une réponse surprenante de la Fédé. Je voudrais juste préciser que j'ai bien compris qu'une dette reste une dette, et qu'elle soit verte ou pas, il faut la rembourser. Mais je vais évoquer un discours qu'on entend de plus en plus souvent, c'est pas le mien, et qui consiste non pas à nier qu'une dette est une dette, mais à séparer la dette pour que politiquement l'opinion publique comprenne mieux la situation dans laquelle se trouve une collectivité. Mais il n'y a pas la bonne ou la mauvaise dette, il y a une dette et il faut la rembourser. S'agissant du tiers financement,
ça a été voté. Ça a été voté à une large majorité, tant ici qu'à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que l'affaire des PPP avait été traumatisante à l'époque et que beaucoup avaient regretté de s'y être engagés. Mais là, c'est quelque chose d'autre. D'abord, c'est une possibilité. Personne n'est obligé de s'engager dans cette voie. Mais la différence avec le PPP, c'est qu'il n'y a pas... Ça ne concerne que l'opération d'investissement. La gestion, qui occupait pour partie le PPP et qui a laissé un très mauvais souvenir de la collectivité, n'est pas concernée. Et c'est une expérimentation qui est ouverte pour une durée de 5 ans. Ça peut être une piste, mais de l'aveu même du ministre, ça ne sera pas suffisant parce qu'il faut trouver du financement. Et de toute façon, ce sera plus cher parce qu'il faudra rembourser la dette et l'intérêt. Ces deux sujets. Tiers financement, mais ça a été très bien dit par Madame la maire de Périgueux. Aujourd'hui, il y a une expérimentation qui est proposée. Peut-être que cette expérimentation permettra de nous rassurer par rapport au PPP. Le PPP n'avait pour objectif que de prendre en charge les charges d'investissement. Après, la logique de déclinaison en bail amphithéotique était une logique dont on a très vite appris que sur une durée d'amortissement assez brève, le bail amphithéotique coûtait plus cher que les intérêts d'emprunt que nous aurions pu payer. Là, je mets de côté des travaux d'infrastructure, de mobilité qui sont sur un amortissement très long. Et autrement, globalement, les collectivités, pour l'essentiel, ont remboursé les PPP de manière anticipée, à leurs frais. Ça leur a coûté très cher. Et c'est l'inquiétude que nous avons par rapport au tiers financement. Après, sur la dette des collectivités, là aussi, la dette des collectivités, par nature, c'est une dette vertueuse, puisque les collectivités ne peuvent s'endetter que pour financer de l'investissement. Nous ne sommes pas dans la situation de l'État qui s'endette pour le fonctionnement. Alors après, on peut contester. On peut dire que l'école est plus vertueuse que l'équipement pour personnes âgées, que la voirie, ou que... Mais en revanche, ce qui serait pour nous très compliqué, c'est de dire, ben voilà, ce serait une forme de tutelle, entre guillemets, en disant, mais cette dette est plus vertueuse qu'une autre, parce qu'elle va concerner un établissement scolaire, ce qui nous mettra dans une situation extrêmement complexe. Donc, autant nous sommes d'accord sur le fait que la dette des collectivités est en soi vertueuse, parce que globalement, elle permet d'emprunter sur des durées d'amortissement, de faire supporter à plusieurs générations un bien qui concernera ces générations. Après, de la segmenter, ça me paraît à la fois difficile et très complexe en termes de libre administration. Qui est-ce qui... Je vous en prie, monsieur Grossi. Pour revenir sur les PPP, les partenariats publics-privés, j'ai été à Marseille l'un des fers de lance contre le PPP des écoles qu'avait voulu l'ancienne municipalité, donc je connais bien le sujet. Maintenant, ce dont on parle avec le tiers financement, c'est le dernier P qui change. C'est-à-dire que là, c'est un partenariat public, mais public. Et c'est exactement ce que nous avons fait à Marseille dans le cadre très précis d'une SPEL-AIN, qu'on appelle la SPEM, la Société publique des écoles de Marseille, où en fait on n'a que des fonds publics et que des acteurs publics. Donc on a l'État d'un côté et on a la ville de Marseille à 50-50. Alors là, pour le tiers financement, il faudra voir comment ça se met en place. Donc ça sera une expérimentation, donc à voir comment c'est fait. Mais moi, je pense que s'il y a la Caisse des dépôts et consignations, donc la CDC d'un côté, l'État de l'autre, et puis les collectivités, alors je pense plutôt communales, parce qu'effectivement, toutes les communes sont attachées quand même à leur école patrimoniale, je pense que ça peut aller vers quelque chose de plutôt bien et de plutôt rassurant pour tout le monde, parce qu'il ne s'agira pas de financer une multinationale dont l'objectif n'est pas la philanthropie, hein, enfin, sauf erreur de ma part. En revanche, l'État, on peut estimer qu'on est dans le cadre du service public et redonner en fait la force la force publique, redonner les marges de manœuvre pour que l'État redevienne un aménageur
du territoire, je pense que c'est plutôt un bon outil, même si effectivement on peut s'inquiéter de certaines dérives qu'il y a pu avoir par le passé, mais encore une fois, si le dernier P veut dire public et non pas privé, je pense qu'on peut être à même à être rassuré. Il y a des écueils à éviter, c'est vrai, nous les avons évités à Marseille, tant mieux, mais nous, ce que nous mettons en place, c'est un PPP, partenariat public-public, à 100%. Je vous en prie. Monsieur le Président, je voudrais répondre à la question que vous nous avez posée sur finalement la séparation des investissements. J'ai envie de dire qu'avec la crise énergétique, ces derniers mois, on a vu tous les budgets des collectivités ont explosé et elles ont dû adopter en urgence des mesures déjà en termes de sobriété, d'efficacité, extinction de l'éclairage public, fermeture partielle de certains équipements, baisse des températures dans l'ensemble des équipements en période hivernale. Donc, et je pense, les médias, y compris les médias locaux, ont largement relayé toutes ces mesures. Et donc, l'opinion publique, maintenant, est très fortement sensibilisée. Donc, on a maintenant décidé, et on a besoin tous d'accélérer, de massifier tous nos investissements. Mais quand je regarde, moi, les compétences des intercos, il y a l'habitat, les travaux, les mobilités, les déchets, l'économie circulaire, la préservation des milieux naturels. On voit en fait que les investissements, si on parle de transition écologique, on ne peut que les aborder de manière globale. Et on ne peut pas isoler, me semble-t-il, des investissements qui seraient des investissements verts, parce qu'il faut que tout verdisse. Donc je pense que c'est plus une approche qu'il faut qu'on ait maintenant, et que l'opinion, il va falloir nous accompagne déjà dans cette démarche, mais je pense que séparer les investissements qui seraient liés à la transition écologique ou énergétique du reste, ça ne correspond pas à la réalité de la façon dont nous abordons, nous, nos politiques publiques. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite... On n'a pas de collègues en ligne, non? À distance? Oui. D'accord, oui, c'est vrai, oui. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter des propos ou ajouter des propos à ce qui vient d'être dit? Si... Je vous en prie. Excusez-moi, juste, je pense que nous avons en réalité 30 ans de retard. On serait en 1995, on pourrait parler en toute sérénité. Nous sommes malheureusement en 2023 et ça urge. Sauf que, comme tout le monde l'a dit, hein, les sommes sont absolument stratosphériques et je crois vraiment que l'État doit imposer des cahiers des charges très forts, très volontaristes, pas forcément non plus avoir un calendrier trop ambitieux parce que si on se retrouve face à un mur, qu'est-ce qu'elles vont faire la plupart des communes? Elles vont dire le mur il est trop haut, je n'essaye même pas de le sauter. D'avoir quelque chose qui les accompagne, alors est-ce que c'est le tiers financement, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas. Ce sera évidemment aux sénateurs et aux députés à réfléchir à tout cela. Mais moi je crois qu'on ne peut plus se permettre de rester au pied du mur, parce que malheureusement, la discussion que nous avons aujourd'hui, on aurait dû l'avoir il y a bien longtemps, que ce soit sur le bâti scolaire, comme sur l'ensemble des bâtiments, parce que plusieurs personnes l'ont dit, mais en réalité, la consommation des écoles par rapport à l'ensemble des bâtiments publics, ça reste quand même pas grand-chose. Nous, à Marseille, nous avons les casernes des pompiers, puisqu'à Marseille, on a la particularité d'avoir le bataillon des marins-pompiers qui est municipal. Les casernes sont des gouffres thermiques absolument considérables. Donc les écoles, collèges, lycées sont une consommation importante, mais ça reste petit par rapport à l'ensemble, et encore plus si on compare par rapport aux immeubles d'habitation, aux bailleurs sociaux, etc. Donc, nous sommes très en retard, il nous faut agir vite, mais pas trop vite, et avec quelque chose qui soit acceptable par tout le monde, mais avec un accompagnement de l'État très très fort, je pense. Merci. Très bien. En visio, pas de réaction particulière. Tout ce que vous vouliez dire, vous l'avez dit. Si vous souhaitez compléter encore, oui, je vous en prie. Et ce sera la dernière.
Oui, un petit mot simplement pour rassurer les maires qui sont très attachés, comme les citoyens et les familles du reste, à leurs écoles. Je voulais simplement préciser que chez Intercommunalité de France, il n'y a aucune volonté de transférer la compétence. Je crois que les maires sont vraiment des acteurs locaux qui savent comment fonctionnent leurs écoles, qui connaissent les familles et les citoyens de leur commune mieux que personne, et qui voilà, et il faut que le fonctionnement des écoles reste dans les communes. Tout ça, c'était simplement ça. Et je voudrais simplement dire aussi qu'il y a un paradoxe avec l'agenda rural. Moi, je viens d'un département quand même très rural, les Ardennes, et en fait, la difficulté qu'on a, c'est que on a beaucoup d'écoles qui sont menacées de fermeture parce qu'elles sont à moitié vides du fait de la déprise démographique et aussi de l'explosion des coûts liés à l'énergie. Et que ça, c'est un sujet très sensible parce que les décisions de fermeture pour engager des rénovations ou la construction de bâtiments à des normes actuelles peut constituer un frein politique qu'il ne faut pas ignorer dans nos communes rurales. Merci. Merci à vous. Merci de votre disponibilité. Vous savez, je ne vais pas oublier de le dire cette fois-ci, parce que le Sénat met en ligne, c'est fait, c'est incessamment sous peu, une consultation des élus locaux sur la plateforme du Sénat. Donc si vous souhaitez compléter, enrichir, n'hésitez pas à y aller. Vous savez, au Sénat, vous avez des interlocuteurs qui sont sensibles aux préoccupations des élus locaux. C'est un peu vous qui nous faites ou qui nous défaites, ça on se rappelle à chaque instant de chaque jour, et de quelque bord que viennent les sénateurs, ils sont toujours à l'écoute des élus et ils essayent d'apporter la meilleure réponse possible, mais on peut avoir entre nous des différences. C'est vrai que vous avez là vous êtes face à un enjeu colossal, et que quand tout devient prioritaire, ça pose vous avez à résoudre une équation qui est vraiment très complexe. Et si vous le souhaitez, vous bien sûr nous envoyez par écrit les documents que vous pensez utiles qu'ils soient portés à notre connaissance. Merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite un agréable après-midi. Au revoir. Merci.